Bonjour, corrigeons la partie 3, étude des aéronefs et des engins spatiaux, de l'épreuve 2017 du BIA et du CAEA, à savoir donc les 20 premières questions communes au BIA et au CAEA, puis ensuite on verra les 5 questions supplémentaires pour le CAEA. Alors, question numéro 1. Sur la figure 1 ci-dessous, les axes Z, X, Y représentent Z, lacet, X. Alors, donc, on a le lacet, le roulis, le tangage. Il s'agit de les retrouver, d'accord? Donc, là, vous voyez, donc ça, l'axe X, c'est l'axe qui va vers l'inconnu, hein, donc, c'est l'axe de roulis, hein. On roule à gauche et à droite de part et d'autre de cet axe. Donc, ça, pour mémoriser, on avait vu qu'on était malade sur le bord du bateau, sur le bastingage, machin, et donc, c'était le roulis, ça rendait malade, ça, on le savait. Ensuite, on a le tangage. Le tangage, c'est l'axe Y, hein, transversal, qui traverse l'avion de part et d'autre, comme ça, de gauche à droite. Et donc, on bascule d'avant en arrière, d'accord? Et donc, c'est comme la danse du tango. Donc, ça, on l'a vu avec le premier exemple, c'était le bateau. Le deuxième, c'était le tango. Et le troisième, c'était le lacet. Donc, le lacet de la montagne, d'accord? Donc, les lacets de la montagne, ils descendent comme ça, d'axes, ils tournent autour d'axes verticaux, d'accord? Quand on tourne dans la montagne, voilà. Et donc, Z, c'est le lacet. Donc, on regarde, par exemple, où est-ce qu'on a Z, le lacet. Donc là, on l'a pour la alpha. X, le roulis, on l'a aussi. Y, le tangage. Donc, c'est la réponse alpha qui est bonne. D'accord? Toutes les autres ne conviennent pas. Donc, pour revoir ça, vous pouvez voir le briefing Papa 14 et aussi le 15, le 16 et le 17 pour voir en détail chacun des trois axes. On continue avec la question numéro 2. Alors, question numéro 2. Pour effectuer une rotation autour de l'axe Z, il faut actionner les ailerons, la gouverne de profondeur, la gouverne de direction, les volets. Donc l'axe Z, c'est l'axe vertical, donc, hein, c'est l'axe de lacet. Et donc, c'est avec la gouverne de direction. Ok, donc, l'axe Z, vous pouvez le voir donc, dans le briefing Papa 17. Donc, Papa, principe du vol, hein. Je vous avais dit que tout ce qui était étude des aéronefs, principe du vol, on était souvent entre les deux, quoi. Voilà, donc entre les deux matières et qui abordent à chaque fois les gouvernes ou les effets de ces gouvernes dans deux matières différentes. Donc, regardez Papa 17, principe du vol 17. Question numéro 3. La figure 1 représente un avion à aile haute train classique, à aile médiane train classique, à aile basse train classique, à aile haute train tricycle. Donc, voyons voir ça de nouveau. Donc, on voit que ce sont des ailes hautes et le train, c'est tricycle. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le voir donc dans le briefing Papa 10 et Eco 15, pardon. Voilà. Eco 15 pour le train tricycle, Papa 10 pour les ailes hautes. Donc, réponse delta à aile haute train tricycle. Question numéro 4. On appelle en planture de l'aile la partie située à la jonction aile-fuselage, le dessous de l'aile, la partie la plus fine d'une aile, la partie extrême de l'aile, aussi appelée saumon. C'est la réponse alpha, la partie située à la jonction aile-fuselage, c'est là où l'aile est implantée dans le fuselage. C'est comme ça qu'on l'avait retenu, d'accord? Donc, briefing Papa 08 pour avoir plus d'infos. Question numéro 5. Au sol, le carburant contenu dans une aile entraîne sur les longerons un effort de cisaillement, un effort de flexion, un effort de torsion, n'a pas d'influence sur la structure de l'aile. C'est évidemment un effort de flexion, hein, l'aile, donc réponse bravo. L'aile fléchit vers le bas, d'accord? Et d'ailleurs, ça provoque en dessous, sous l'aile, donc dans la partie intrado, ça provoque une compression, et dans la partie extrado, ça va étirer les fibres, donc ça va être une traction. Voilà. Eco 17, le briefing pour revoir cette notion-là. On passe à la page suivante. Un nouveau schéma. Donc 3.6, sur le plan ci-dessous, la combinaison correcte est, donc là on voit 1, 2, 3, 4. Donc c'est le 1, c'est l'aileron. D'accord? L'aileron est à l'extérieur pour qu'il ait plus de pouvoir, hein, pour qu'il ait plus de pouvoir sur l'inclinaison. D'accord? Du coup, les volets sont à l'intérieur. Donc le 3, c'est les volets. Le 2, c'est le saumon, c'est l'extrémité. Et le 4, c'est évidemment la gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur ici, la gouverne de direction là. Donc, quelle est la bonne réponse? C'est la réponse alpha. D'accord? Aileron, 1 aileron, 2 saumon, 3 volets, 4 gouvernes de profondeur. Ne pas se laisser piéger avec la réponse bravo, où on a mélangé volet et aileron. Les volets sont sur le côté, là, c'est là où il faut faire attention à ne pas marcher dessus quand on monte sur l'avion, d'accord? Voilà, pour monter à l'intérieur de l'avion. Briefing Eco 14 pour revoir ça. Question numéro 7.
Parmi les dispositifs suivants, lequel n'est pas un dispositif hypersustentateur? Alors, les volets à fente, les becs de bord d'attaque, les aérofreins, les volets Fowler, ce sont évidemment les volets, les aérofreins, d'accord? Les volets à fente, les becs de bord d'attaque et les volets Fowler sont des dispositifs hypersustentateurs. Les aérofreins, ce sont des aérofreins. Le but, c'est de freiner et c'est pas d'agir sur la portance. Briefing Papa 12 pour revoir ça, les aérofreins, les spoilers et tout ça. Alors, question numéro 8. Question numéro 8, un avion a les caractéristiques suivantes. Alors, voyons voir en détail. Envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 0,20 mètres, profondeur moyenne de l'aile 1 mètre, sachant que cette aile est rectangulaire, son allongement est de 10, 50, 60, 100. Alors l'allongement, la formule, c'est quoi? C'est l'envergure B divisé par la profondeur moyenne LM. D'accord? Donc ça fait 10 divisé par 1, ça nous fait donc 10. Et l'épaisseur relative de l'aile nous sert à rien. D'accord? Et ils nous ont rajouté ça pour nous embrouiller. Donc c'est 10 divisé par 1, ça fait réponse alpha 10. Okay, et donc, pour revoir ces notions, hein, c'est de géométrie des ailes, allez voir le briefing Papa 09. Question numéro 9. Un déplacement du manche vers la droite abaisse simultanément les ailerons, lève l'aileron droit et abaisse l'aileron gauche, relève simultanément les ailerons, baisse l'aileron droit et lève l'aileron gauche. C'est évidemment réponse B, bravo, lève l'aileron droit et baisse l'aileron gauche. Vous pouvez voir le briefing Papa 15. Hein. Évidemment, on fait un virage à droite, on déplace le manche à droite, donc on veut virer à droite, et donc il faut qu'on ait plus de portance à droite et moins à gauche. Donc il faut que l'aile gauche s'enfonce et que l'aileron droit augmente sa portance, et donc pour que l'aile droite monte. Voilà. Question numéro 10. Sur une hélice à pas variable, le plein petit pas est utilisé pour le vol en croisière, le vol à haute altitude, le vol à grande vitesse, le décollage. Réponse delta, évidemment, le décollage. Plein petit pas, c'est les petites vitesses. Hein. On pédale beaucoup. C'est comme pour le vélo, on pédale beaucoup. Et pour avancer peu, c'est quand on commence à pédaler, et c'est au début, et juste avant d'atterrir aussi, d'accord. Et quand on est en croisière, vol en croisière, là, c'est grand pas, d'accord. Et c'est là qu'on est sur les plus grands plateaux pour les vélos. Parce qu'on avait pris l'exemple du vélo pour mémoriser tout ça. On passe à la page suivante avec la question 11. L'indication donnée par cet instrument est virage à droite, inclinaison 30 degrés, virage à gauche, inclinaison 30 degrés, volant palier, virage à droite, inclinaison 10 degrés. Donc déjà, le virage, il est à droite ou il est à gauche. Donc on voit que sur cet horizon artificiel, l'horizon, il penche à gauche, et donc la maquette, elle penche à droite, et donc on est en virage à droite avec une inclinaison de 30 degrés. Hein. 30 degrés, vous n'avez pas besoin de retenir par cœur toutes les divisions, d'accord. Mais vous voyez bien qu'un angle complet, là, un angle droit, ça fait 90 degrés, et là, on a un tiers de cet angle droit. Donc là, ça fait 30 degrés, d'accord. Donc là, 10, 20, 30, 45, 60, et là, on sera à 90 degrés. Voilà. Donc c'est 30 degrés. Et virage à droite, réponse alpha. Donc vous pouvez revoir l'horizon artificiel, donc qui est aussi l'indicateur d'attitude, hein, qui vous donne l'inclinaison et l'assiette, dans le briefing Eco 30, Eco 34. Question numéro 12. La plupart des moteurs d'avion légers est équipés d'un système de double allumage qui a pour principal avantage de réguler la consommation électrique, de réduire la consommation de carburant, d'améliorer la combustion et d'augmenter la sécurité du vol, de diminuer l'usure des bougies. C'est réponse Charlie, d'améliorer la combustion et d'augmenter la sécurité des vols. Plus d'infos dans le briefing ECO 27. Question numéro 13. Un avion à aile en flèche est représenté par la figure Alpha, Bravo, Charlie, Delta. C'est la réponse Bravo, d'accord. L'aile en flèche, c'est la réponse Bravo. La réponse alpha, c'est une aile delta. Et la réponse Charlie, c'est une aile gothique. Et la réponse delta, c'est une aile elliptique. Donc, plus d'infos dans le briefing Papa 10. Ensuite, question numéro 14 sur la page suivante. Et on va voir les dernières questions du BIA. Alors, l'horizon artificiel fournit des indications sur les variations d'altitude, la symétrie du vol, la visibilité horizontale, l'assiette de l'avion et son inclinaison. Évidemment, c'est sur l'assiette de l'avion et son inclinaison. Réponse delta. Plus d'infos dans le briefing ECO 34.
Une des caractéristiques d'un autogire est son rotor est constamment entraîné par le moteur, son rotor est entraîné par le vent relatif, son rotor est utilisé pour la propulsion, son rotor est doté d'un pas collectif. C'est la réponse bravo. Son rotor est entraîné par le vent relatif. D'accord, il est libre. D'accord, c'est une voilure tournante libre. Donc, pour voir ce cas particulier de l'ULM, hein, c'est un ultra-léger motorisé, hein, l'autogire, allez voir le briefing ECO 08. On continue avec la question 16. L'instrument qui exploite la variation de volume d'une capsule soumise à une variation de pression est l'altimètre, la centrale inertielle, l'horizon artificiel, l'indicateur de cap, c'est l'altimètre. D'accord. Réponse alpha. Briefing ECO 38. On passe à la question 17. Pour afficher une vitesse, l'anémomètre mesure uniquement la pression statique, la pression totale, la pression statique et la pression totale, la pression totale et la pression dynamique. Donc, il mesure la pression statique et la pression totale, hein, réponse Charlie, pour en déduire la pression dynamique. Plus d'informations dans le briefing ECO 37. Et on continue sur les vitesses avec la question 18. Sur un indicateur de vitesse, VNE représente la vitesse conseillée en utilisation normale, la vitesse en vol croisière, la vitesse de décrochage, la vitesse à ne jamais dépasser. C'est la réponse delta. La vitesse à ne jamais dépasser, en anglais, velocity never exceed, VNE. La réponse alpha, c'est VNO, hein, velocity normal operating. Et la vitesse de décrochage, pour la réponse C, c'est VS, c'est velocity stall. Donc toujours briefing Eco 37 pour plus d'infos sur tout ce qui est badin, anémomètre, VNE et tout ça. On passe à la question 19. La question 19, c'est l'intérêt de l'utilisation des matériaux composites en construction aéronautique est une meilleure conductibilité électrique, meilleure recyclabilité, allègement de la structure, coût de la matière première, c'est évidemment allègement de la structure, réponse Charlie. Et plus d'infos sur tous les matériaux qu'on utilise pour construire les avions en briefing Eco 17. Enfin, question numéro 20, dernière question du BIA. Les lanceurs spatiaux utilisent principalement des propulseurs fonctionnant au kérosène, à l'oxygène et à l'hydrogène, au méthane, au gasoil. C'est à l'oxygène et à l'hydrogène, d'accord. Ce sont les ergols qu'on utilise d'habitude. Donc, réponse bravo. Et plus d'infos sur ces ergols, briefing Eco 32. Maintenant, on va attaquer les questions du CAEA, les 5 questions supplémentaires du CAEA. Avec la première question, question 21, le nid d'abeille que l'on rencontre dans les structures composites peuvent être constituées de fibres de verre et résine, polyéthylène et acier, bois aéronautique et aluminium, céramique et polyester. Donc, c'est la réponse alpha qui était attendue, fibres de verre et résine, mais elle n'était pas très nette, pas très claire. Elle a été annulée parce que l'âme d'un panneau de sandwich est souvent constituée d'un nid d'abeilles sur lequel sont apposés des pots à base de résine et de fibres de verre. Donc, du coup, ça embrouillait un peu. Et plus d'infos sur, sur cette question autour de ces structures composites dans le briefing ECO 17. On passe à la question 22. Question 22. Pour diminuer l'effort de flexion à l'embouchure de l'aile, le constructeur peut augmenter la taille du carman à l'emplanture de l'aile, adopter un dièdre négatif, réduire l'espacement entre chaque nervure, placer des réservoirs de carburant dans les ailes. C'est évidemment réponse delta, placer les réservoirs de carburant dans les ailes, parce que le carman, il n'est pas là pour diminuer l'effort de flexion, il est là pour améliorer l'aérodynamique de la jonction entre l'aile et le fuselage. Briefing Eco 17 et Eco 18 autour de ce thème. Ensuite, question 23. Sur un réacteur double flux en régime subsonique, une augmentation du taux de dilution augmente le rendement de propulsion ou la diminue, d'accord. Et une augmentation du taux de compression diminue ou augmente la consommation spécifique. Donc, il faut savoir laquelle, si ça augmente ou si ça diminue pour chacune de ces choses. Donc, déjà, il faut savoir que le taux de dilution, c'est la division entre, c'est le rapport entre le flux. C'est la partie du flux secondaire sur le flux total. Et le flux secondaire, c'est celui qui passe par la soufflante, par le fan, mais qui ne passe pas par le cœur du moteur, d'accord, par la chambre de combustion et tout ça. Donc voilà. Donc plus on augmente ce taux de dilution, d'accord, plus on augmente le rendement de propulsion. Donc euh, déjà c'est la réponse alpha, quoi. C'est la seule réponse qui convient. Voilà. Et ensuite,
Dans ce flux primaire, on a ensuite, le taux de compression. Donc le taux de compression, c'est la différence de pression qu'on a entre l'entrée du compresseur et la sortie du compresseur, d'accord? Donc, c'est le la for pas la force, mais la capacité de compression du réacteur, quoi, voilà. Qu'on peut avoir avec plusieurs étages, hein, voilà. Et donc la consommation spécifique, juste, c'est le rendement énergétique, du moteur par rapport à sa poussée, d'accord? Donc la bonne réponse, c'est une augmentation du taux de dilution augmente le rendement de propulsion, voilà, et une augmentation du taux de compression diminue la consommation spécifique. Donc, la consommation par rapport, à sa poussée du moteur, d'accord, elle va être plus faible et le moteur, il va moins consommer si on a un plus fort taux de compression. C'est assez intuitif, hein, donc c'est bien la réponse alpha. Plus d'informations autour du réacteur dans le briefing ECO 31. Ensuite, question 24, sans l'intervention du pilote, la richesse du mélange air-carburant diminue avec l'altitude, reste constante quelle que soit l'altitude, augmente avec l'altitude, n'a pas d'incidence sur le rendement du moteur. C'est évidemment, augmente avec l'altitude. Qu'est-ce qui se passe quand on monte en altitude? Donc on est au sol, au vol, tout est bien, on a 1 gramme d'essence pour 1 gramme d'air et quand on va monter au fur et à mesure, on va avoir de moins en moins d'air. Donc on va avoir 1 gramme d'essence, par exemple, pour 14, 13, 12 grammes d'air et donc la richesse, le mélange va être de plus en plus riche, de plus en plus gras, avec de plus en plus d'essence et donc il faudra régler le moteur. Il faudra que le pilote, il règle le moteur pour diminuer cette richesse parce elle sera trop forte, voilà. Donc, elle augmente avec l'altitude, la richesse. Réponse Charlie. Donc pour revoir ce concept, regardez le briefing ECO 25. Enfin, dernière question, le machmètre. Donc, le machmètre donne une information de vitesse qui est égale à la vitesse du son, divisée par la vitesse propre de l'avion, donne une information de vitesse qui est en relation avec le rapport de pression dynamique sur la pression statique. Donc ça, c'est la réponse qui était attendue, voilà et c'est la réponse qui était attendue, mais moi, c'est pas celle que j'aurais répondu. Donc je n'ai toujours pas compris, ils corrigeront peut-être ou sinon j'ai pas compris pourquoi, ils attendaient cette réponse-là, ça me paraît pas cohérent. Réponse Charlie, donne une information de vitesse qui est en relation avec le rapport de la pression statique et la pression dynamique et réponse delta donne une information de vitesse qui est égale à la vitesse propre de l'avion divisée par la vitesse du son. C'était celle-là que j'aurais proposée, naturellement, voilà. Donc, autour de la vitesse, vous pouvez avoir de l'information, dans le briefing ECO 37, sinon plus spécifiquement, allez voir sur Wikipédia et sur internet, quoi. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils voulaient la réponse bravo et pas la réponse delta.